Honnêtement, la qualification de samedi, je l'ai trouvée tellement géniale que peu importe ce qui se passait le dimanche, j'avais déjà eu ma bonne grosse dose de kiff. Finalement, après plus de 50 tours, on a eu un petit peu de rab et je vais vous dire un truc, on n'allait pas le refuser ce rab. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Monaco 2023 de Formule 1 avec un Français sur le podium. C'est parti! Je commence par ce qui fait aujourd'hui l'essence même de Monaco, c'est la qualification. Juste la qualification est une des raisons de pourquoi Monaco doit rester au calendrier de la Formule 1. On a ce sentiment absolument nulle part ailleurs parce que tout simplement, oui, le circuit il est plus vraiment fait pour accueillir les énormes monoplaces qu'on a aujourd'hui. Donc les voir à la limite, faire des bisous aux glissières, prendre des risques, monter en puissance tout au long de la qualif, etc. Sortir le bon tour, ou du moins le bon secteur pour certains, bah ouais. Non mais c'est ça, voilà, c'est tout. Et le format de la qualif, il est parfait comme il est. Et finalement, avec la faute volontaire de Pérez l'année dernière, soyons honnêtes, vraiment, on sait que c'était volontaire, qui a par son crash mis fin à la qualification, et cette année, absolument, tout le monde était décalé pour justement espérer ne pas avoir un drapeau jaune ou un drapeau rouge, et rentrer surtout un tour avant que ça s'arrête prématurément, peut-être. Et donc on a été plus proche du un tour qualif chacun son tour que tout le monde l'un derrière l'autre pas très loin à enchaîner les tours. Ce qui a été hyper intéressant, c'est justement qu'on a pu suivre le tour de Leclerc, le tour d'Alonso, le tour de Verstappen à la suite sans juste avoir un bout du dernier secteur en disant ah putain il est en train d'améliorer. Alors d'abord le pole position d'Ocon, puis de Leclerc, puis d'Alonso qui allume absolument tout en violet avant de voir un Verstappen en retard de 2 dixièmes dans le premier secteur pour finalement claquer la pole dans les 2 derniers virages du circuit. Le tout en voyant tout le monde frôler les murs. Oui voilà, c'est ça qu'on vient voir à Monaco quoi. Pour terminer, à Monaco, beaucoup plus que sur n'importe quel autre circuit, le pilote fait beaucoup plus la différence que sa voiture. Bon, évidemment, on va pas se retrouver avec une AlphaTauri en tête de la feuille des temps. L'ordre est quand même respecté, mais on voit que le peloton est plus resserré et c'est grâce au pilote. On disait well done Bakou, je suis désolé, mais well done Monaco. Deuxième réaction, toujours en lien un peu avec la qualification, c'est le manque de réussite de Lando Norris sur ce week-end quand la voiture avait l'air d'être vraiment performante et même un petit peu aussi pour Piastri qui était vraiment pas mal. À un moment donné, pendant le Grand Prix, la McLaren était même la voiture la plus rapide, était plus rapide que la Red Bull je crois, du moins dans ces temps autour, c'est vous dire. Mais voilà, en Q2, Norris clippe le rail à la sortie de la chicane du port et se finit dans le rail du bureau de tabac, donc un virage plus tard. Là-dedans, il y a forcément un petit peu de confiance qui part au pire moment parce qu'on est en qualif, mais pas le temps, faut y aller comme dirait l'autre. Les mécanos réparent en un temps record la suspension avant de Lando Norris pour partir en Q3. Alors du coup, le pilote britannique part un petit peu à la bourre, mais il part pour faire 2 runs. Le premier, il se loupe un petit peu à la sortie de Sainte-Dévote, prend un petit peu trop tôt la corde au portier. Et d'ailleurs, il manque de pas si loin le rail encore une fois, mais globalement, c'est pas un mauvais tour pour se remettre un peu en confiance. Le deuxième run, faut tout donner, et ça se passe bien jusqu'au fameux tunnel où Leclerc va le bloquer sans le vouloir. Son ingénieur n'a pas réagi assez vite pour le prévenir. Dommage, Norris aurait pu se retrouver un petit peu plus à la bataille avec les Ferrari, les Alpines et les Mercedes sur la grille, et je pense que ça aurait vraiment drastiquement changé sa course et le résultat très probablement parce que il partait derrière Tsunoda. Et du coup, oui, Norris a passé toute sa course derrière Yuki Tsunoda qui, lui, s'est fait décrocher du paquet que Hamilton refermait au moment de la pluie, malheureusement, pour revenir devant au contact de tous ces pilotes, c'était juste plus possible, à moins d'être parfait sur le timing, mais là aussi, ça n'a pas été le cas. Alors Norris a suivi ce que l'équipe lui a dit, lui a donné comme information cette fois, contrairement à la Russie 2021, et finalement, ils se sont quand même trompés. Le Britannique rentre 3-4 tours avant tout le monde, maître des hards. Mais en fait, au moment où ils prennent cette décision-là, c'était effectivement plutôt la bonne, parce que il pleuvait pas tout à fait encore, on savait pas encore comment la pluie arrivait, c'est la densité de la pluie, et puis si ça allait rester ou pas. Les médiums, ils étaient morts, ils perdaient en température, donc fallait quoi qu'il arrive rentrer au stand. Finalement, Norris et Piastri passeront sur un Yuki Tsunoda qui était particulièrement énervé et sous adrénaline complètement folle d'ailleurs, pour aller chercher les quelques petits points des derniers du top 10. On peut sentir un gros manque à gagner du coup. McLaren n'était peut-être pas si loin des Mercedes et des Ferrari, du moins dans le coup. Et avec la pluie, il y avait forcément des opportunités à saisir, et malheureusement, ils ne l'ont pas fait.
Troisième réaction, ça fait super longtemps que j'en avais pas parlé parce que dernièrement on les voyait un petit peu dans le dur sans trop faire de bêtises, mais là on a retrouvé un petit peu ce que l'on voyait l'année dernière chez Ferrari. Alors pas spécialement des grosses erreurs stratégiques pour le coup qui sont aberrantes, mais comme le dit très bien Fred Vasseur, il y a plein de petites erreurs qu'il ne devrait pas faire pour le coup. Typiquement, je pars du principe que le podium, il est pour Sainz. Il a clairement un meilleur rythme que Ocon, mais pas assez pour le dépasser en piste, donc faut faire autrement et il faut faire à la stratégie. Alors ça joue 2 fois à grands coups de bluff dans les stands pour dire haha on va vous faire l'undercut, vous allez voir. Mais chez Alpine, on n'est pas fou, on lâche pas la position en piste aussi facilement. 2 choses là-dessus, un, je croyais que c'était interdit de sortir pour rien dans les stands, mais je suis pas du tout sûr que ce soit toujours le cas. De toute manière, à aucun moment c'est une bonne idée d'essayer de réguler ça, du genre vous n'avez pas le droit de sortir, vous avez le droit de sortir que si la voiture elle rentre vraiment, etc. Donc en vrai non, ça me va très bien. Et alors de 2, l'undercut, en tout cas pour Sainz, était giga puissant a priori, dépendamment du trafic, par le simple fait que Sainz avait aussi plus de rythme de base, donc il fallait trouver la bonne fenêtre pour s'arrêter et ressortir avec personne devant pendant 2-3 tours, pour espérer sauter Esteban Ocon tout en espérant que l'appui arrive pas trop vite, parce que oui, c'est ça le problème. Et le problème, c'est ce qui explique aussi la colère et la frustration de Sainz, totalement justifié, c'est que chez Ferrari, on a voulu protéger la place qu'on avait déjà, donc couvrir Lewis Hamilton qui lui a déclenché la vague d'arrêt au stand, alors que Sainz avait des hards et pouvait encore pousser plus loin, voire même jusqu'à la pluie, comme l'a fait Fernando Alonso et George Russell, et du coup garder le plus longtemps possible la position en piste et prendre le podium. Alors oui, je vous en parle un petit peu de temps en temps, mais des circuits comme Monaco, le but du jeu, c'est de rester tout le temps devant. Peu importe tes pneus, peu importe ta voiture, peu importe le rythme que tu as, etc. On privilégie la position en piste, car c'est 1000 fois plus facile de défendre sur un circuit où tu peux pas dépasser que d'essayer de dépasser. Donc, dès que on va faire l'undercut, machin, non, tu restes devant en piste, tu la fermes. Donc dès que tu as l'opportunité de rester devant, faut le faire et il faut le rester le plus longtemps possible. Alors quand Ocon pit pour mettre les intermédiaires, on peut pas vraiment en vouloir à Carlos de vouloir tenter un tour de plus. C'est le moment de tout donner, de tenter de sauter Ocon au stand parce que par 2 fois il a pas réussi à le dépasser à la sortie de la chicane. Pourtant, il était bien meilleur sur la réaccélération. Alors Carlos, il se met à l'écart en arrivant à Mirabeau avec trop d'eau. Terminé, bonsoir. P8 alors qu'il aurait dû prendre le podium. Ça montre à quel point ça tient à pas grand-chose et que des petites erreurs coûtent extrêmement cher. Voilà, c'est comme ça. Quatrième réaction, la tête de la course n'a du coup à aucun moment changé et pourtant ça a été très chaud, ça a joué au yo-yo en termes d'écart. Ça a été très chaud, voire même très froid pour Verstappen, si on peut dire ça comme ça. Et encore une fois, ça vous montre l'importance de toujours garder la position en piste sur des circuits où c'est difficile de passer. Stratégiquement parlant, on fait partir Verstappen en médium parce que c'est le meilleur compromis. Bonne impulsion au départ pour garder la tête et derrière, il faudra toujours défendre la position, donc ça devrait aller. On a suffisamment une bonne voiture pour faire presque la moitié de la course et voir venir des safety cars, etc. On sera flexible sur toute notre stratégie, donc pas de souci. Donc Alonso qui part en hard, ça peut paraître assez surprenant au début et j'avoue que je comprenais pas du tout, mais c'est hyper logique. Ils savent que la seule manière de passer Verstappen, c'est au départ, mais du coup, obligatoirement, faut le faire en pneus soft. Et donc, même s'ils arrivaient à passer Verstappen au premier virage, ils vont lâcher la position en piste assez tôt en s'arrêtant plus tôt que tout le monde parce que les pneus soft ils durent pas, c'est tout. Donc du coup ils ont fait tout l'inverse. En fait Aston Martin a parié sur le fait que Verstappen ne mettrait pas suffisamment d'écart avec Alonso pour s'arrêter gratuitement entre guillemets et ressortir devant. Donc tant qu'Alonso était en piste avec ses pneus hard, Verstappen ne pouvait pas s'arrêter sous menace de ne pas pouvoir repasser derrière parce que il y avait la pluie. Et Alonso avec les hard, il pouvait se permettre d'attendre que la pluie arrive. Il perdait rien, il avait fait l'écart avec Ocon, donc tant qu'il y avait du rythme et qu'il était dans la fenêtre d'arrêt au stand de Verstappen, il était all good. Du coup, c'était un peu plus la merde pour Verstappen. Donc Verstappen, il s'est retrouvé comme ça, couteau sous la gorge, et finalement à espérer que la pluie arrive plus vite que prévu pour pouvoir changer ses pneus. Les médiums, je crois il a dit qu'ils avaient fait 2 fois la distance qu'ils auraient dû faire, et comme il n'y avait plus beaucoup de gomme sur la bande de roulement, sur ce qui est en contact avec la piste, le pneu tombe beaucoup plus rapidement et facilement en température et ça devient une patinoire genre vraiment hyper violente. C'est aussi difficile de rouler en pneu slick froid que en pneu slick sur le mouillé presque.
J'exagère un petit peu parce que là on a vu que c'était quand même très extrême, mais c'est pas très loin. Alors finalement, l'erreur elle vient de chez Aston Martin, puisqu'ils mettent des médiums à Alonso, comme Norris d'ailleurs, au lieu de mettre des intermédiaires. Leur météo à eux disait effectivement que la pluie n'allait pas durer, mais du coup je pense que tout le monde a été un peu surpris aussi par la douche absolue qu'il y a eu au niveau de Mirabeau et du portier. Ça a draché de fou, quoi, comme on dit. Alors derrière, Verstappen aura été parfait, tout comme Alonso, pas d'erreur, quand pourtant c'était à chaque virage que ça pouvait arriver, entre la piste qui était trempée, les lignes blanches, etc., et les retardataires qui pouvaient se mettre au tas. Ça y allait de fou. Bref, très belle victoire et amplement méritée pour Max Verstappen. Alonso pouvait pas vraiment faire mieux et même en mettant les intermédiaires au bon moment, Verstappen avait toujours 12 secondes d'avance environ, donc ça aurait pas changé grand-chose. 144 points pour le Néerlandais, 39 points d'avance sur un Pérez qui s'est lui-même tiré une balle dans le pied en qualif, et 51 points d'avance sur Alonso qui continue d'être régulier. Est-ce que Alonso peut aller chercher la P2 au championnat? Peut-être, et il faudra voir ce que ça implique pour Pérez, parce que il est censé mettre l'Aston Martin à l'amende. Attention à ne pas faire trop d'erreurs, monsieur Pérez, parce que on vous place comme prétendant au championnat avec Verstappen, même si c'est... Voilà. Mais il faudrait pas non plus que ce soit Alonso qui fasse P2, parce que là, il y en a un, il s'appelle Daniel Ricciardo, il attend qu'une chose, c'est de reprendre le volant. Bon, 5e et dernière réaction, c'est évidemment sur la course d'Esteban Ocon et son podium. Déjà, il faut sortir le tour qualif du samedi au bon moment et il était à moins d'un dixième de Fernando Alonso, donc la voiture et le pilote étaient dans le coup et alors ça c'est top. Et puis même Gasly était pas si loin que ça en termes de qualif, ça joue à pas grand chose. Ocon bénéficie quand même des 3 places de pénalité de Charles Leclerc, il part en médium pour avoir un petit peu de rythme. Je me suis même posé la question de savoir s'il pouvait pas choper la P2 à Alonso sur le départ puisque lui il était en hard. Finalement non, et je me suis même pas sûr que ça aurait tant servi la course d'Esteban Ocon que ça de se retrouver devant Alonso au départ. Bref, ça part, ça impose le rythme qu'il veut et qui est nécessaire pour bien faire fonctionner les pneus, pas trop les user, etc. Chez Alpine, on ne cède pas à la panique quand Ferrari fait un bluff par 2 fois alors qu'ils sont en hard et qu'il reste plus de la moitié de la course. Alors non, quand Sainz plonge sur Ocon, je pense que Sainz freine un petit peu trop tard quand même pour prendre la chicane et Ocon ne bouge pas sur la trajectoire, il prend son virage. Alors, est-ce qu'il prend pas sa corde un petit peu plus tôt que d'habitude? Je sais pas, mais là-dessus, il y a rien à dire. Petite erreur d'appréciation de la part de Carlos Sainz. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, on est vraiment sur des pouillèmes de centimètres, de mètres, etc. sur ce genre de freinage, donc c'est un peu chaud. Un autre moment où c'était chaud avec justement les slicks, juste avant la pluie, Ocon freine milieu de piste, toujours au freinage de la chicane, ce qui peut rendre un Sainz un petit peu plus confus sur où se placer pour se porter à hauteur et surtout éviter de lui rentrer dedans. Autrement, à chaque fois, Esteban a bien défendu, c'était toujours assez agressif, comme ça l'est d'habitude avec Esteban Ocon. Ça rappelle un peu le Japon de l'année dernière, vous savez, avec Hamilton, et on avait eu une super bataille d'ailleurs. Au final, si Sainz et Ferrari n'ont pas réussi à faire craquer le français, c'est George Russell qui aura raison, et qui lui aussi, sur la dernière partie de course, aurait dû prendre le podium. Il était le dernier à devoir passer au stand avec ses hards et donc il est encore devant tout le groupe que mène Esteban Ocon depuis le début de la course. Et donc du coup, Russell il rentre au stand pour mettre les intermédiaires, donc le pari est réussi, il a sauté absolument tout le monde, George Russell, donc nickel. Sauf qu'une petite erreur et hop, tout droit à Mirabeau, tout le monde repasse et malgré son gros rythme, il passera pas Hamilton ni Ocon. Vraiment dommage parce que la Mercedes a l'air d'être moins mauvaise. Elle est pas dégueulasse, elle est moins mauvaise et c'était le moment de reprendre des gros points, notamment sur Aston Martin. Rien à dire non plus sur la pénalité de Russell pour son retour en piste qui était un petit peu dangereux. Il revient directement vers le point de corde alors qu'il aurait dû longer un petit peu plus l'extérieur peut-être. Et Perez en plus de ça arrive à ce moment-là et perd la voiture, donc il le tape. C'était un peu le chaos, donc bon, en fait c'est pas spécialement méchant. C'est un incident qui aurait pu être évité et... Au final, Ocon, comme Alonso et Verstappen, n'a fait absolument aucune erreur. L'équipe a tout parfaitement exécuté, ce qui n'avait pas forcément été le cas sur toutes les courses depuis ce début de saison, donc nickel. Maintenant, il faut surtout pas se relâcher. Je dirais même que si c'est une excellente performance, parce que la qualif était bonne et la course était bonne, Monaco, ça reste quand même assez atypique, assez exceptionnel, donc ça gomme forcément les faiblesses de la voiture par rapport aux autres circuits plus traditionnels. Donc faut pas se reposer sur ses lauriers. 35 points pour Alpine contre 17 pour McLaren. L'écurie française prend une très belle option pour garder la P5 au championnat, mais reste quand même à 55 points de la P4 et de Ferrari.
il y a encore du boulot, mais ça montre que l'équipe et ses fondations sont capables de sortir des grosses perfs quand il y a de la pression. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à avoir une bonne voiture pour se battre à la régulière devant, parce que l'équipe en est capable. Ils savent opérer une voiture qui évolue devant, quoi. Donc, yes! Go! Maintenant, il faut faire une bonne caisse, putain! Allez, je vous lâche avec des petits bonus. Bravo à Théo Pourchère pour le podium en F2 en course longue. Très dommage pour Isaac Adjar qui menait la course sprint avant d'avoir un problème mécanique. C'est vraiment pas simple pour lui cette année avec Hightech Grand Prix. On n'est aussi pas passé loin du drame avec Victor Martins qui est arrivé trop vite sur le lieu de l'accident de Jack Doohan. Il a pris un drive-through parce que il a littéralement frôlé des pompiers qui étaient à pied sur la piste. Drive-through qui lui coûte la P2 de la course longue. Encore une fois, c'est vraiment dommage. Juste pour un peu de contexte, tous les commissaires agitaient les drapeaux jaunes sur toute la piste puisqu'on était sous régime de safety car et il y avait un double drapeau jaune à l'endroit de l'accident, en haut de la montée d'Ostende. Très probablement qu'il n'a pas eu l'info où se trouvait l'accident. Il roulait quand même trop vite et il a été probablement le premier surpris à voir ce qui se passait quand il est arrivé sur Massenet. Ça fait poser une vraie question, je trouve. Si la radio d'un pilote ne fonctionne pas, est-ce qu'il manque pas justement un signalement visuel pour justement avertir de la zone de l'accident, autre qu'un double drapeau jaune qui peut se confondre avec le reste? Alors généralement, les commissaires font signe de ralentir, mais là aussi, il y a une erreur du pilote. Et très probablement que le drapeau rouge aurait dû être brandi un petit peu plus tôt, car on était en train de mettre des grands coups d'extincteur pour éteindre le feu de la voiture de Jack Doohan, avec du personnel à pied, non protégé, à l'entrée d'un virage rapide, en aveugle. Les gars, ok, le pilote est fautif, mais à la direction de course, ça aurait pu être un petit peu mieux aussi. Ah oui, et je termine juste très rapidement, hyper vite, on a frôlé aussi le giga drame au 500 miles d'Indianapolis hier soir. Un accrochage entre deux voitures a fait voler une des roues arrière qui a manqué de peu d'atterrir dans une tribune à plus de 200 km/h. Finalement, le pneu s'est éclaté entre deux tribunes sur une zone de parking, sur une caisse directement. Il n'y a pas de blessés à déplorer, c'est un miracle. On en reparlera, vous inquiétez pas. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour le Fast 5 du Grand Prix d'Espagne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.